Bienvenue sur Fenui, la chaîne qui explore les mystères et les grandes questions de notre histoire. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une question qui a alimenté d'innombrables débats et théories depuis un demi-siècle. Pourquoi, après l'exploit monumental d'Apollo 17 en 1972, l'humanité n'est-elle jamais retournée sur la Lune? Plus de 50 ans se sont écoulés. 50 ans pendant lesquels nos bottes n'ont plus foulé la poussière lunaire. Était-ce une question de coût exorbitant, une simple perte d'intérêt politique, ou y avait-il des raisons plus profondes, des dangers cachés que l'on nous aurait dissimulés? Pour comprendre cette longue absence, il faut remonter à l'origine de la course à la Lune. Le programme Apollo n'est pas né d'un pur désir d'exploration scientifique. C'était avant tout un champ de bataille symbolique de la guerre froide. Chaque lancement, chaque orbite, chaque pas était une démonstration de supériorité technologique et idéologique des États-Unis sur l'Union soviétique. John F. Kennedy, en lançant ce défi en 1961, n'avait pas seulement la science en tête, mais bien la géopolitique mondiale. Le but premier était de gagner la course. Et une fois Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune en 1969, la mission était, aux yeux du public et des politiciens, largement accomplie. L'Amérique avait gagné. Les missions suivantes, bien que scientifiquement beaucoup plus riches et ambitieuses, n'ont jamais eu le même impact médiatique ou politique. L'exploit était devenu une routine et l'attention du public commençait à décliner. Puis vient le facteur financier qui est absolument colossal. Le programme Apollo a coûté environ 25 milliards de dollars de l'époque, ce qui équivaudrait à plus de 280 milliards de dollars aujourd'hui. Un budget pharaonique. À son apogée, le programme Apollo engloutissait près de 4,5% du budget fédéral américain. Pour mettre cela en perspective, le budget actuel de la NASA représente moins de 0,5% du budget fédéral. Une fois la victoire politique acquise, justifier de telles dépenses devenait de plus en plus difficile. D'autres priorités nationales, comme la guerre du Vietnam et les programmes sociaux, réclamaient des fonds. La pression politique pour mettre fin au programme s'est intensifiée. Les missions Apollo 18, 19 et 20, qui étaient déjà prévues et pour lesquelles du matériel avait été construit, ont été purement et simplement annulées. La fusée Saturne 5e, le Titan qui avait rendu le voyage possible, a été mise au musée. L'intérêt s'est alors déplacé vers d'autres objectifs, jugés plus pragmatiques et moins coûteux. La NASA a été réorientée vers la construction de la navette spatiale et le développement de stations à orbite basse terrestre, comme Skylab puis plus tard la Station spatiale internationale. L'idée était de créer un accès plus régulier et économique à l'espace proche, plutôt que de se lancer dans des missions lointaines et ponctuelles. La Lune, soudainement, paraissait bien loin et bien chère. Il y a aussi une dimension scientifique et technologique à cette pause. Aller sur la Lune est une entreprise d'une complexité et d'une dangerosité extrême. Chaque mission Apollo était un pari risqué. L'accident d'Apollo 1 a rappelé tragiquement que la moindre erreur pouvait être fatale. Et la quasi-catastrophe d'Apollo 13 a montré à quel point la marge d'erreur était mince, même avec les meilleurs ingénieurs du monde aux commandes. Maintenir un tel niveau d'excellence et de vigilance pour des missions devenues routinières aux yeux du public était un défi immense. Les risques humains et matériels étaient constants. De plus, la technologie d'Apollo, bien qu'extraordinaire pour son temps, était à usage unique. La fusée Saturne 5e était détruite à chaque lancement. Le module lunaire était abandonné sur la Lune ou s'écrasait dessus. Le module de commande était le seul élément à revenir pour ne plus jamais resservir. Pour envisager un retour durable, il fallait développer des technologies réutilisables et des infrastructures entièrement nouvelles, un projet encore plus ambitieux et coûteux que le programme Apollo lui-même. Pendant des décennies, la Lune a donc été laissée de côté, servant de muse aux poètes et d'objectif aux télescopes, mais plus aux astronautes. L'exploration humaine s'est concentrée sur l'orbite terrestre, un environnement beaucoup plus accessible et moins hostile. Mais alors, pourquoi cet intérêt soudain est renouvelé aujourd'hui? Pourquoi, après 50 ans, la Lune est-elle de nouveau au centre de toutes les attentions? Plusieurs facteurs expliquent ce retour en grâce. Premièrement, le paysage géopolitique a radicalement changé. Il ne s'agit plus d'une course entre deux superpuissances, mais d'une compétition multipartite. La Chine a réalisé d'énormes progrès, réussissant à poser des rovers sur la face cachée de la Lune, une première historique. D'autres pays comme l'Inde, le Japon, Israël et les Émirats arabes unis ont également lancé leurs propres missions lunaires. L'arrivée d'acteurs privés comme SpaceX, Blue Origin et d'autres a également bouleversé la donne en réduisant drastiquement les coûts de lancement grâce à des fusées réutilisables. Deuxièmement, nos connaissances scientifiques sur la Lune ont évolué. Des sondes orbitales ont révélé la présence potentielle de glace d'eau dans les cratères perpétuellement à l'ombre des pôles lunaires. Cette découverte est une véritable révolution. L'eau peut non seulement servir à la consommation des futurs astronautes, mais elle peut aussi être décomposée en hydrogène et en oxygène, les composants de base du carburant de fusée. La Lune pourrait ainsi devenir une sorte de station-service spatiale, un tremplin logistique pour des missions encore plus lointaines, notamment vers Mars. Elle n'est plus seulement une destination, mais une étape stratégique.
Cela ouvre la porte à l'idée d'une présence humaine durable, voire permanente. Le nouveau programme de la NASA, Artemis, vise précisément cet objectif, non pas seulement planter un drapeau, mais établir une base, un camp de base Artemis, pour apprendre à vivre et travailler sur un autre monde. Les raisons ne sont donc pas que scientifiques, elles sont aussi économiques. La Lune est riche en ressources. Outre la glace d'eau, on y trouve de l'H-3, un isotope rare sur Terre qui pourrait être une source d'énergie propre et puissante pour la fusion nucléaire. L'exploitation des ressources spatiales, ou in situ ressources utilisation ISRU, est devenue un concept clé. Pouvoir extraire et utiliser des matériaux sur place réduirait considérablement la masse à lancer depuis la Terre, et donc le coût d'émission. La vraie raison de cette longue pause n'est donc pas une seule chose, mais une convergence complexe de facteurs, la fin de l'impératif politique de la guerre froide, des coûts astronomiques devenus injustifiables, un changement de priorité vers l'orbite basse et les défis technologiques immenses d'une exploration durable. Il n'y a pas de raison cachée ou de complot. La vérité est plus prosaïque, après avoir gagné la course, l'humanité a simplement jugé que le jeu n'en valait plus la chandelle, du moins pendant un temps. Aujourd'hui, les chandelles se sont rallumées. Une nouvelle convergence de facteurs géopolitiques, scientifiques, technologiques et économiques a replacé notre satellite naturel au cœur de l'ambition spatiale humaine. La prochaine fois que nous y retournerons, ce ne sera pas pour une simple visite. Ce sera pour y rester. La question n'est plus pourquoi ne sommes-nous pas retournés sur la Lune, mais quand et comment allons-nous y établir notre premier avant-poste permanent. L'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux, et cette nouvelle ère d'exploration promet d'être encore plus fascinante que la première. Si cette exploration des grandes énigmes de notre temps vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner à Fait Inouï et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre curiosité est notre moteur.